Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire sur l'étude Chopper que nous avons menée dans le domaine de l'hygiène beauté. Si jamais vous avez un problème de son, merci de me l'indiquer. Alors, nous allons commencer par cette présentation, donc sur les 6 catégories que nous avons étudiées, à savoir les shampoings, les gels douche, les déodorants, le maquillage, le dentifrice et la crème de soin. Alors, quelques éléments méthodologiques pour commencer. Donc, c'est une étude qui est complètement inédite puisque c'est la première fois que nous étudions ce sujet avec la méthodologie que nous avons choisie, qui est d'interroger les consommateurs en magasin en situation d'achat. C'est-à-dire que lorsque un consommateur mettait un produit dans son caddie, un enquêteur venait le trouver pour lui demander de participer à l'enquête. Parce qu'on a déjà traité par le passé ce type de problématique, donc sur l'emballage responsable, mais jamais en magasin. Donc c'est une étude aussi qui est inédite par son ampleur puisque nous avons étudié 34 catégories de produits, ce qui nous fait au total un très gros échantillon avec plus de 2700 consommateurs qui ont été interrogés en rayon. Il nous fallait 80 personnes par catégorie pour que les résultats soient solides. Donc c'est une étude qui a été réalisée dans les circuits des hypermarchés et des supermarchés. Nous ne sommes pas allés dans le hard discount parce que c'est assez difficile d'y rentrer et c'est une étude qui a eu lieu sur toute la France. Donc on a couvert les principales enseignes avec aussi une dimension centre-ville puisque nous sommes allés dans les Carrefour Market et dans les Monoprix. Alors, la méthodologie est classique. Nous avons d'abord procédé à une phase exploratoire qualitative pour savoir eh bien quelle est la place des emballages lors de l'acte d'achat dans le quotidien des consommateurs. Quelles sont les idées reçues, quelles sont les croyances, quel langage aussi parle le consommateur, parce que bien évidemment on a un consommateur qui ne va pas parler d'éco-conception, lui il va parler d'emballage bon pour l'environnement, respectueux de l'environnement, et donc c'est un langage que nous avons ensuite adopté pour la phase principale qui est la phase quantitative, donc le cœur de l'étude, avec un terrain qui a eu lieu en 2 temps, 32 catégories étudiées entre avril et mai 2018 et 2 catégories étudiées en octobre. Alors, le questionnaire est d'une durée variable, 15 à 25 minutes suivant les catégories, ce qui est assez long en rayon, mais la phase qualitative s'est avérée tellement riche qu'il était difficile de faire plus court. Alors, avec un tronc commun, le tronc commun, eh bien, nous sommes partis sur les critères d'achat parce que nous ne voulions pas commencer directement par le sujet de l'emballage d'un point de vue environnemental. Ensuite, nous avons abordé les critères d'un emballage respectueux de l'environnement, donc à la fois dans le rayon, puisque l'avantage d'une telle étude, c'est que les consommateurs font face au rayon, et puis en général. Et pour ce type de questions, nous avons pris le parti très fort de ne pas orienter les réponses. Donc il y a beaucoup de questions ouvertes. Nous nous sommes dit que quitte à être déceptif en termes de résultats, nous voulions vraiment savoir ce que le consommateur maîtrisait comme notion environnementale et de quoi il nous parlait. Ensuite, nous avons testé un certain nombre d'allégations environnementales, donc pour savoir finalement lesquelles étaient les plus convaincantes à la fois d'un point de vue environnemental et à la fois d'un point de vue de l'incitation à l'achat. Et enfin, nous avons demandé aux consommateurs s'ils avaient perçu des évolutions au niveau des emballages, si ceux-ci avaient pris en compte les enjeux environnementaux. Alors ça, c'est pour le tronc commun. Et ensuite, il y avait des questions qui étaient spécifiques. Vous allez en voir certaines pour l'hygiène beauté qui étaient vraiment spécifiques aux enjeux d'éco-conception par catégorie, ce qui fait qu'on a cette durée de questionnaire variable. Donc je vous propose de commencer par les grands résultats de l'étude. Et tout d'abord, quels sont les critères d'un emballage qui est respectueux de l'environnement? Alors, en préambule, il s'agit déjà de comprendre ce que les consommateurs appellent emballage et comment ils raisonnent lorsqu'ils nous parlent de leur perception des emballages. Eh bien, déjà, la première information, c'est que l'emballage, c'est essentiellement ce que le consommateur voit.
Donc sa perception, c'est ce qu'il voit, c'est pas forcément l'emballage intérieur. Alors à quelques exceptions, hein, comme le maquillage et les crèmes de soins, où on a quand même majoritairement des consommateurs qui prêtent attention vraiment à ce qu'ils voient. C'est un peu différent dès qu'on a du multi-emballage, mais toujours est-il, et vous allez le voir dans les résultats, que sa perception, il va se fier vraiment à ce qu'il regarde et ce qu'il voit en rayon, et l'emballage qu'il perçoit, c'est vraiment l'emballage apparent. Donc ça, c'est la première information. Ensuite, nous avons peut-être enfoncé des portes ouvertes avec la question suivante, mais nous voulions quand même vérifier pour le consommateur quelle était finalement la couleur qui était associée à un produit respectueux de l'environnement. Alors ça, c'est un résultat qui ne va pas forcément vous étonner. C'est le vert qui est vraiment dominant, mais extrêmement dominant d'ailleurs dans toutes les catégories étudiées. Alors c'est aussi le cas sur l'ensemble de l'étude, hein. Pour les 34 catégories, nous n'avons eu aucune catégorie pour lesquelles la couleur dominante était différente. Par contre, il y a des nuances. Voyez que pour le shampoing et le gel douche, la seconde couleur, si je puis dire, c'est le transparent. Alors le transparent, c'est beaucoup associé à la naturalité du produit, c'est ce que l'on a vu dans le cadre de la phase qualitative. Et puis pour le maquillage, il y a également une variation avec le marron. Alors le marron, c'est plutôt l'aspect un peu craft, hein, de l'emballage qui est associé au maquillage. Et puis pour les crèmes de soins, on a le bleu qui correspond à quelques codes de marché. Si vous regardez en rayon, on a quand même cette couleur qui est apparente. Donc, lorsque vous vous adressez à un consommateur en termes en termes environnementaux, eh bien, lui s'attend quand même à ce qu'il y ait du vert. Alors, il ne veut pas forcément des emballages tout verts, mais toujours est-il que dès lors qu'on a des mentions environnementales, voilà, pour lui, le vert, c'est vraiment le symbole du respect de l'environnement. Alors, nous allons aborder la question un peu phare de l'étude. Donc là, nous avons des consommateurs qui sont face au rayon et nous leur avons demandé qu'est-ce qu'un emballage qui respecte le mieux l'environnement. Et donc, je rappelle que cette question, elle est spontanée, c'est-à-dire que nous n'avons pas du tout influencé les consommateurs dans leurs réponses. Et le premier critère qui sort, eh bien, c'est la recyclabilité de l'emballage à hauteur de 64%. Donc, on a 2/3 des consommateurs qui spontanément vont nous parler de recyclabilité dès lors que l'on parle de respect de l'environnement. Donc ça, c'est un résultat qui est très intéressant. Nous allons voir ensuite si eh bien, le consommateur maîtrise la notion de recyclabilité, parce qu'il nous en parle. La question, c'est de savoir si c'est de quoi il parle. Donc ça, c'est vraiment le premier critère. C'est aussi le premier critère sur l'ensemble de l'étude. Donc on est à 63% pour l'ensemble des 34 catégories. Donc dans l'hygiène beauté, on a un résultat qui est relativement similaire. Alors ensuite, le second critère, et nous reviendrons dessus, c'est d'avoir un emballage biodégradable. Et ensuite, ce sont les matériaux avec un emballage en papier carton. Le fait aussi d'avoir peu d'emballage. Et là, nous allons voir aussi qu'il y a un enjeu en termes de réduction d'emballage dans la catégorie de l'hygiène beauté. Nous allons retrouver aussi le verre. Et puis, à nouveau, la question de la réduction d'emballage, donc le fait de ne pas avoir de suremballage. Alors, vous pourriez me dire que 14%, 13%, ce n'est pas beaucoup, mais il ne faut pas oublier que ce sont des réactions spontanées. Et puis, c'est une hiérarchie dont il faut tenir compte. Mais vous allez voir que dès lors qu'on se penche sur le détail par catégorie, il y a un véritable enjeu de réduction d'emballage qui apparaît ici. Alors, les résultats sont variables en intensité suivant les catégories. Donc, vous voyez que le critère de recyclabilité, c'est le même. C'est le premier critère pour les shampoings, les douches, le dentifrice, le maquillage et le déodorant, dans des proportions qui varient. Hein. C'est particulièrement important pour la catégorie des gels douches. Et puis, les crèmes de soins, eh bien, on a une proportion de consommateurs qui plébiscitent la recyclabilité très élevée. Cependant, c'est le critère numéro 2. Le premier critère pour les crèmes de soins, c'est la biodégradabilité. Alors,
c'est souvent la perception consommateur sur les emballages, c'est souvent un couple produit-emballage. Donc le fait que sur les crèmes de soins, on arrive aux critères de biodégradabilité, eh bien c'est probablement lié aussi aux produits que l'on se met sur la figure et à la perception qu'on en a dans ce domaine-là. En fait, c'est la seule catégorie des 34 que nous avons étudiées, et bien pour lesquelles on a ce critère qui vient en premier. Alors, il y a une question sur le fait il y a une personne qui demande si on a les résultats pour le parfum. Non, nous n'avons pas ces résultats-là pour le parfum. Par contre, je fais un peu de teasing. Nous avons mené une étude Shopper dans le domaine du luxe où nous sommes en train d'analyser les résultats dans le domaine des parfums, mais vraiment dans un univers particulier. Alors, concernant la recyclabilité, nous allons poursuivre. Elle est plutôt bien appréhendée par le consommateur. Donc le consommateur va en parler avec ses mots à lui, et il va vous dire recyclable, par exemple les bouteilles plastiques, on va en faire des pulls en polaire. Donc je me dis, c'est pas un truc qui a été perdu, qui a été fabriqué pour rien. Ça veut dire que les vieux papiers comme le verre réunis les uns aux autres renaissent, ça ne meurt pas, ça ne met pas des dizaines d'années ou plus pour disparaître dans la nature. Alors la disparition dans la nature, je fais une petite parenthèse, c'est très important pour le consommateur. Tout au long de l'étude, on a vu qu'il y avait une influence des médias, et qu'il avait vraiment, qui nous citait le plastique dans les océans, des montagnes de déchets, et ça on le retrouve clairement dans certains verbatim, et notamment dans le 3e aussi. Voilà, il n'y a pas de perte, ça ne va pas arriver sur une île avec des montagnes de déchets, ça veut dire qu'on peut les recycler. Recyclable, c'est la transformation, on peut refaire quelque chose. Donc on peut dire quand même que le consommateur a une bonne notion de la recyclabilité, du fait qu'il y a une seconde vie liée à cette notion-là. Et puis, on a un consommateur qui est relativement cohérent. C'est lorsqu'on a testé un certain nombre d'allégations environnementales, eh bien, la première allégation, c'est l'emballage 100% recyclable. En tout cas, c'est celle qui lui paraît reflétant le mieux un emballage qui respecte l'environnement. Donc, vous voyez, ça varie en intensité suivant les catégories, mais c'est quand même très, très important dans les catégories d'hygiène beauté. On est sur des proportions parfois un petit peu moindres pour d'autres catégories, mais vous voyez, shampoing 97%, gel douche, déodorant, dentifrice, maquillage, tous les consommateurs ont plébiscité l'emballage 100% recyclable. Alors on va voir dans le détail justement par rapport à ces allégations quelles sont celles qui sont plébiscitées par les consommateurs. Donc dans le shampoing, eh bien la première allégation c'est le 100% recyclable, et c'est ensuite l'emballage recyclable, le fait à partir de matériaux recyclés aussi, et l'emballage 100% biodégradable. On va revenir sur le fait à partir de matériaux recyclés aussi. Pour le gel douche, eh bien, les premières allégations, c'est le 100% recyclable, et c'est aussi l'emballage compostable. Et ensuite, on retrouve l'emballage recyclable. Alors, très intéressant, l'emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale. C'est une des rares catégories où cette allégation est aussi à un score aussi élevé. Pour les déodorants, on retrouve notre emballage 100% recyclable, et puis dans une moindre mesure, l'emballage compostable recyclable est fait à partir de matériaux recyclés. Pour le dentifrice, alors on a quand même des scores qui sont très élevés dans la catégorie des dentifrices. Il faut dire que la sensibilité environnementale des consommateurs est un peu plus élevée sur cette catégorie-là. C'est ce qu'on a pu voir dans le cadre de l'étude, avec voilà, un plébiscite de la part de l'ensemble des consommateurs pour des allégations telles que l'emballage compostable, le 100% recyclable, le recyclable, le 100% biodégradable et le biodégradable. Pour le maquillage, on est sur le 100% recyclable et le fait à partir de matériaux recyclés. Et enfin, sur les crèmes de soins, donc on a une allégation qui ressort assez peu à ce niveau-là, à part sur cette catégorie-là, qui est l'emballage hydrosoluble, et puis emballage compostable, 100% recyclable et biodégradable. Donc nous n'avons pas testé par rapport à toutes ces allégations si le consommateur savait parfaitement de quoi il s'agissait. Pour lui, c'est sa perception, c'est-à-dire que ces allégations lui paraissent refléter un emballage qui est bon pour l'environnement.
Alors on va s'arrêter justement à quelques-unes de ces allégations parce qu'il y a des résultats qu'il est intéressant de souligner. Je vous en parlais tout à l'heure. Le côté biodégradable avec les allégations sur l'emballage biodégradable et l'emballage 100% biodégradable. Donc on a vu aussi que c'était le second critère par ordre d'importance pour les consommateurs. Simplement, il faut prêter attention à la définition qu'ils en donnent. Si on le laisse tomber, il va se décomposer de telle sorte qu'il ne va pas laisser une trace dans la nature. Donc on sent quand même qu'il y a un côté un petit peu magique par rapport à la biodégradabilité de l'emballage. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait un consommateur qui était préoccupé par par ces questions-là. On voit que voilà, ce sont des allégations qui lui parlent et en même temps, on voit aussi que derrière, il y a ce côté un petit peu magique, disparition dans la nature, et donc côté Citeo, concernant la mention biodégradable, on déconseille quand même d'utiliser cette mention-là parce que on pourrait créer des incivilités avec cette mention-là. Je ne parle pas du fait d'avoir un emballage biodégradable, mais bien de le mentionner sur un emballage. On dit que c'est un petit peu dangereux et que ça pourrait un peu déresponsabiliser le consommateur. Donc attention à l'utilisation de cette mention-là. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle est la position de Citeo sur la biodégradabilité et les compostables. Je propose de répondre tout à l'heure ou si on n'a pas le temps de répondre par mail à cette question-là. Alors, autre élément qui est très intéressant, c'est l'emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale. Donc, vous voyez que pour la plupart des consommateurs, elle est plébiscitée. 84% de consommateurs qui pensent que ça signifie que l'emballage est respectueux de l'environnement. Et le résultat qui est intéressant, c'est l'emballage d'origine biosourcée, qui peut parfaitement être un emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale. Simplement, il n'y a plus que 43% des consommateurs qui estiment que c'est une allégation qui signifie que l'emballage est respectueux de l'environnement. Alors pourquoi? C'est juste une question de sémantique. C'est qu'on a des consommateurs à ce stade qui ne sont pas encore mûrs pour maîtriser cette notion-là, puisqu'ils sont 2 fois moins nombreux à la plébisciter. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est la certification FSC PEFC qui est assez faible dans les scores. C'est tout simplement parce qu'on a des consommateurs qui ne savent pas vraiment ce que cela veut dire. Ce que l'on a vu dans le cadre de la phase qualitative, c'est que on a un consommateur qui maîtrise assez peu les logos, il est un petit peu perdu dans les allégations. Et donc, d'ailleurs, le choix qui vous est présenté ici, c'est un choix qui a déjà été fait par rapport aux résultats de l'enquête qualitative. Juste pour terminer sur l'emballage d'origine biosourcée, alors on a été un petit peu, on a voulu tester cette mention-là. Cette mention en fait avec des emballages de bouteilles d'eau. Et là, vous pouvez voir que on a un petit peu un festival au niveau des perceptions. Voilà, ça veut dire quoi biosourcé? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me paraît positif. Ça veut dire que le plastique il est bio. Je savais pas que l'eau pouvait être bio, car si les autres eaux ne sont pas bio, c'est plutôt inquiétant. Est-ce que ça vient de source? Donc, vous voyez, même si nous ne sommes pas dans l'hygiène beauté, on voit que le consommateur est relativement perdu avec cette notion. Et que finalement, on a un consommateur qui va maîtriser un petit nombre de notions environnementales. On voit qu'il est vraiment pas encore mûr sur la question et qu'il faut faire pas mal de pédagogie sur le sujet. Alors quelqu'un me demandait pourquoi le logo Citeo était assez bas. Donc c'est l'infoterie, le logo Citeo à 58%. Alors déjà on a une infoterie qui est pas toujours présente sur les emballages d'hygiène beauté. Donc on a un consommateur qui les voit pas forcément. Et après 6 sur 10, on peut quand même pas considérer que c'est bas. Voilà, c'est un fait qu'on a 6 consommateurs sur 10 qui estiment que lorsqu'on a une infoterie qui est apposée, ça veut dire qu'on a un emballage qui est respectueux de l'environnement. Mais on pourra revenir là-dessus si vous voulez.
Alors, autre élément intéressant, c'est le fait à partir de matériaux recyclés. Je vous disais que c'était un score qui était relativement haut dans la catégorie hygiène beauté, puisqu'on avait 9 consommateurs sur 10 qui plébiscitent cette mention-là. Donc, on a quand même une perception très positive de l'intégration de matériaux recyclés. Simplement, ce que l'on voit régulièrement dans les études que l'on mène, c'est qu'il y a des interrogations autour de cette notion de recycler. Emballage avec matériaux recyclés, c'est bien, mais est-ce qu'on peut encore recycler le recyclé? Voilà, donc de vraies interrogations entre le recyclable et le recyclé. Parce que finalement on a un consommateur qui sait à peu près ce que veut dire l'emballage recyclable, mais lorsque vous apposez une mention contient du recyclé, eh bien voilà, il prend l'information, mais pour lui, ce n'est pas forcément ce qui lui parle le plus. D'ailleurs, si l'on reprend tous les critères qu'il nous a cités en spontané, l'emballage fait à partir de matériaux recyclés n'est cité que par 8% des consommateurs. Alors, ce n'est pas spécifique à l'hygiène beauté. Sur l'ensemble de l'étude, on est à 7%. Et il y a une seule catégorie pour laquelle cette notion est importante, c'est la catégorie des eaux, où ce critère-là est cité spontanément par 32% des consommateurs, et c'est le troisième critère dans cette catégorie-là. Donc on a une perception qui est positive, mais qui n'est pas encore spontanée, sachant que, comme vous le savez, l'intégration de recyclés est un des enjeux actuels. Donc là aussi, déjà, il serait intéressant de voir l'évolution de la perception du consommateur vis-à-vis de cette notion dans un an. Et puis, probablement qu'il faut également faire de la pédagogie et expliquer ce qu'est l'intégration de matériaux recyclés, ce que cela représente pour le consommateur. Alors maintenant, nous allons passer aux matériaux. Vous avez vu que de manière spontanée, on a un consommateur qui va nous citer l'emballage en papier carton et puis l'emballage en verre. Donc on a une perception qui est très positive vis-à-vis de ces matériaux. Le verre, c'est le meilleur des matériaux, c'est sain, ça n'altère pas la qualité du produit à l'intérieur, ça se recycle. Le carton, bien sûr que c'est recyclable, donc perception très positive. En revanche, on a des perceptions qui sont beaucoup plus contrastées pour les deux autres matériaux que sont le plastique et le métal, notamment autour des notions de recyclabilité. Donc là, on a un petit peu de tout au niveau des opinions. On a une méconnaissance du consommateur par rapport aux emballages plastiques. C'est du plastique, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas recyclable. Je me dis que le plastique peut être utilisé dans les usines, c'est fondu et après on en fait ce qu'on veut. Certains plastiques sont recyclables, mais pas tous. Alors là, on se dit, tiens, c'est bien, on a des consommateurs qui sont au courant et qui appréhendent bien ces notions de recyclabilité. Et bien dans le cadre de l'étude, on a vu que parfois c'était c'est cette impression du fait qu'on a des emballages qui ne se recyclent et pas d'autres, eh bien elle va parfois à l'encontre des réalités industrielles. C'est-à-dire qu'on a un consommateur qui estime, d'ailleurs vous le voyez juste au-dessus, que un plastique qui est un peu fin, eh bien, il va se recycler beaucoup plus facilement qu'un plastique qui est épais. Donc, on a des consommateurs qui estiment que les plastiques souples, parfois, se recyclent mieux que les plastiques rigides. Bon, et puis il y a certains consommateurs qui n'osent pas se prononcer sur le plastique. Alors plus étonnant parce que historiquement ce sont des emballages qui sont, c'est un matériau avec des emballages qui sont historiquement dans les consignes de tri, c'est la perception du métal qui est aussi qui divise aussi beaucoup les opinions. Donc vous voyez là aussi on a des perceptions très différentes quant à la recyclabilité de ces emballages. Donc tout ce qui est métal alu ça se recycle et puis il y en a qui pensent que l'aluminium ça ne se recycle pas ou que le fer ce n'est pas bon. Donc là aussi, perception très contrastée, et c'est ce que nous allons voir avec les résultats qui suivent. Alors ici, vous avez le résultat. On a demandé aux consommateurs, justement, par rapport aux produits qu'ils venaient d'acheter dans le rayon. Donc là, vous avez les produits des 6 catégories d'hygiène beauté, qui sont, c'est le résultat qui est synthétisé ici. Donc c'est l'ensemble des produits qui ont été mis dans le caddie par le consommateur. Et ce que vous pouvez voir déjà, c'est qu'il y a une perception qui est qui est relativement partagée entre respectueux ou pas respectueux de l'environnement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les critères de respect de l'environnement. Alors, il y a le côté c'est marqué recyclable. C'est pas toujours le cas. L'emballage n'est pas forcément marqué recyclable. On a, je vous rappelle qu'on a des consommateurs qui parfois se perdent un peu au niveau des logos, mais toujours est-il qu'ils ont dans tous les cas cette perception de recyclabilité. Et puis ensuite, ce sont les matériaux papier, carton et verre que l'on retrouve et qui tirent la perception vers le haut. En revanche,
vous avez la moitié des consommateurs qui vont vous dire que l'emballage n'est pas respectueux de l'environnement en raison du plastique. Et on retrouve aussi notre enjeu sur le fait qu'il y a beaucoup d'emballages. Donc ça, nous allons y revenir aussi. Alors dans le détail, voyez, par rapport à cette question-là, on a regardé quelle était la perception par type de produit, et eh bien ce sont les gels douche et les déodorants qui sont considérés comme les plus respectueux de l'environnement. Les crèmes de soins à 66%. Ce que vous pouvez voir, parce qu'il faut toujours s'intéresser aux extrêmes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consommateurs qui sont très convaincus que l'emballage du produit respecte l'environnement. Alors dans le détail, ça aussi c'est intéressant de regarder pourquoi ils vous disent que l'emballage est respectueux et pourquoi il ne l'est pas. Donc sur les shampoings, on a le côté recyclable, le fait qu'il y ait un pictogramme. Et puis, vous voyez, on a l'emballage en plastique qui montre que parfois on a des opinions qui sont divisées vis-à-vis de plastique, parce que ceux qui vous disent que l'emballage n'est pas respectueux, eh bien c'est en majorité en raison du plastique. Pour les gels douche, c'est le caractère recyclable. Ce qui est intéressant aussi, c'est même s'il intervient dans des proportions beaucoup plus faibles, c'est le côté marque. On a des signaux dans le cadre de cette étude comme quoi le consommateur est attaché à la marque, et il considère que la marque, eh bien, c'est signe de respect de l'environnement. Donc ça veut dire qu'il fait confiance à la marque pour respecter l'environnement. Et puis on va revenir sur les notions de réutilisation de l'emballage et de recharge qui sont plébiscitées pour les gels douche. Et à nouveau, c'est le plastique qui fait qu'on a une perception négative. Pour les déodorants, c'est le caractère recyclable, et puis on a des consommateurs qui aiment bien le fait d'avoir des corps en verre, puisqu'il vous dit que l'emballage est en verre. Le fait que le produit a l'air sain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est souvent sur un couple produit-emballage. D'ailleurs, à ce sujet, je fais une petite parenthèse. Les consommateurs qui consomment du bio n'envisagent pas une seule seconde que l'emballage du produit bio ne respecte pas l'environnement. Donc ils sont toujours très sensibles, et ils se disent qu'un produit bio, eh bien forcément l'emballage est respectueux de l'environnement. Alors, lorsque l'emballage n'est pas respectueux de l'environnement pour eux, vous voyez, on retrouve l'emballage en aluminium. Donc on a pareil l'aluminium et le plastique qui tirent la perception des emballages de déodorants vers le bas. Concernant les dentifrices, eh bien c'est l'emballage en papier carton, et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a des consommateurs qui prêtent beaucoup attention à ce qu'ils voient. Donc c'est le premier emballage, et donc c'est l'étui en papier carton qui va tirer la perception positive vers le haut. Vous avez vu aussi tout à l'heure que la couleur verte, elle était très importante pour les dentifrices. Eh bien on le retrouve ici. Et lorsqu'on a un emballage qui n'est pas respectueux, eh bien c'est parce que les consommateurs trouvent qu'il y a beaucoup d'emballages. Notamment. Pour le maquillage, on retrouve notre problématique de ne pas avoir beaucoup d'emballage, le fait d'avoir des emballages en verre ou en papier carton, et le fait aussi d'avoir un petit emballage. On va voir que les enjeux sur la réduction de l'emballage sont particulièrement importants dans cette catégorie-là. Et pour les emballages qui ne sont pas respectueux, eh bien c'est l'emballage en plastique et le fait qu'il y en a beaucoup. Parce que dans le maquillage, on a, je vous rappelle que nous sommes allés étudier la perception des consommateurs à la fois en hypermarché, mais aussi dans des monoprix. Et ce sont des magasins où il y a des présentations parfois différentes sur cette catégorie. Pour les crèmes de soins, eh bien, vous voyez que c'est la recyclabilité, l'emballage papier carton et le verre qui tirent la perception. Donc, on retrouve toujours nos matériaux. Et puis, pour les perceptions négatives, plutôt le plastique ou le fait qu'il y ait trop d'emballage. Alors ici, vous avez la réponse à la question pour l'ensemble des catégories de produits, afin de vous montrer comment se positionnent les catégories d'hygiène beauté. Donc c'est la réponse à la question: direz-vous que l'emballage du produit que vous venez d'acheter dans ce rayon respecte l'environnement? C'est la réponse à la question qu'on vient de poser, que je vous ai montré. Et là, c'est le pourcentage de consommateurs qui ont dit non. Donc plus vous allez vers la droite, plus les consommateurs ont répondu non. Et puis, en ordonnée, c'est la proportion de consommateurs qui vous ont dit oui, et c'est en raison du plastique. Enfin, l'emballage ne respecte pas l'environnement en raison du plastique. Donc, plus vous allez vers le haut, et plus l'enjeu plastique est important. Donc en fait, plus vous êtes dans le carré à droite et en haut, plus l'enjeu de perception est important. Alors bien évidemment, ça va dépendre des mix matériaux sur les catégories de produits, mais ce que l'on peut voir, c'est que les enjeux sont particulièrement importants pour le maquillage, le gel douche et les shampoings.
Alors, concernant le suremballage dont je parlais, donc je vous rappelle que peu d'emballage et pas de suremballage ont été cités à hauteur de 14% et 13%. Ça peut paraître des signaux faibles, mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est de regarder par catégorie. Et là, le peu d'emballage est important pour les consommateurs de déodorants, hein, pour les acheteurs de déodorants, puisqu'il y a un quart de ces acheteurs qui estiment que le fait d'avoir peu d'emballage est un critère dans cette catégorie-là, c'est le troisième. Et dans les maquillages, c'est encore plus fort puisqu'on a 40% des consommateurs qui vous disent que c'est un critère et c'est le second critère dans la catégorie du maquillage. Pour le suremballage, on retrouve ces résultats-là, donc peu d'emballage et pas de suremballage finalement c'est à proportion égale pour les déodorants et donc le fait de ne pas avoir de suremballage dans le maquillage c'est important aussi à hauteur de 33%. Alors vous allez voir aussi que cette dimension apparaît lorsqu'on interroge le consommateur sur l'ensemble des produits qui sont face à lui. Donc ici on a posé la question, ils sont face au rayon et on leur a demandé quels sont les produits dont les emballages respectaient le mieux l'environnement. Et ce qui est intéressant de voir, donc, c'est la réponse pour les gels douche. C'est une des rares catégories où on a des pourcentages aussi forts avec un plébiscite sur la recharge. Donc je précise ici qu'il s'agit vraiment de la perception consommateur. Donc pour eux, voilà, le fait que ce soit une recharge, le fait que ce soit marqué recyclable, le fait qu'on puisse réutiliser l'emballage, ce sont des dimensions importantes. Donc vous voyez la réutilisation, la recharge. Mais ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a exactement les mêmes enjeux dans les autres catégories. Pour les shampoings, ils ont cité le fait d'avoir un petit emballage. Pour les dentifrices, les produits qu'ils ont cités, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emballage. Pareil pour le maquillage, et on va revenir sur le maquillage juste après. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'emballage, donc vous voyez, le pourcentage est extrêmement fort. Hein. Vous avez 2/3 des consommateurs qui, lorsque vous ont désigné les produits, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'emballage. Et puis pour les déodorants, on a c'est un peu différent. C'est le fait, c'est la recyclabilité et puis on retrouve nos matériaux. Et puis pour les crèmes de soins, c'est le côté donc recyclable, mais c'est aussi l'emballage en papier carton. Vous vous souvenez, c'est comme pour le dentifrice, c'est l'emballage apparent auquel le consommateur va prêter essentiellement attention. Donc vous voyez, on a les grands enjeux qui apparaissent au travers de ces réponses, les enjeux sur les matériaux, les enjeux sur le fait de ne pas avoir beaucoup d'emballage. Et puis on peut voir quand même que le produit a l'air sain, naturel, authentique. Ça sort pour les dentifrices, ça sort pour les déodorants. Donc vous voyez dans quelle mesure on a la dimension produit qui va vraiment influencer la perception de l'emballage par le consommateur. Alors je vous disais en tout début de présentation qu'on avait posé des questions un peu spécifiques par catégorie. Et là pour les maquillages, nous nous sommes penchés sur 3 types de présentations. Donc un maquillage en coque blister, un maquillage nu et un maquillage en double blister. Alors déjà l'opinion globale, vous voyez qu'elle est nettement meilleure. En fait il n'y a pas de photo, c'est probablement la catégorie pour lesquelles les résultats sont aussi contrastés. Donc on a quand même en termes d'opinion un plébiscite en faveur du maquillage nu. Et donc nous avons poursuivi la réflexion en demandant si cet emballage, quel était l'emballage qui respecte au mieux l'environnement. Et là aussi, vous voyez que les résultats sont sans appel. C'est le maquillage nu qui est vraiment plébiscité par les consommateurs par rapport à l'emballage en coque blister et en double blister. Vous avez vu que que dans cette catégorie-là, les enjeux sur le fait d'avoir peu d'emballage ressortent, tout simplement parce qu'on propose aux consommateurs, dans certains magasins des produits de maquillage nu, et puis dans d'autres des produits en coque blister. Donc lui, il a les deux. Qui sont il voit qu'il y a les 2 types d'emballage et puis probablement aussi que pour tout ce qui est blister c'est la perception plastique qui va jouer en défaveur aussi de ces produits de maquillage. On a testé la même chose dans le domaine des crèmes de soins. On leur a demandé quelle était l'opinion d'une crème sans boîte et d'une crème avec boîte. Donc vous voyez qu'il y a une opinion
un peu meilleur pour la crème de soin sans boîte, mais d'un point de vue environnemental, on a vraiment des écarts qui se creusent avec un plébiscite en faveur d'un emballage sans boîte par rapport à l'emballage avec boîte. Alors simplement, on va s'attarder un petit peu sur l'emballage sans boîte parce que même si on a une perception environnementale qui est nettement meilleure, il n'y a que la moitié des consommateurs qui achèteraient le soin visage vendu sans boîte. Et en fait, la principale raison, c'est le côté hygiène. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu pour rassurer le consommateur d'un point de vue de l'hygiène. Ça peut être des pastilles d'inviolabilité, ça peut être voilà des solutions, mais dans tous les cas, lorsqu'il y a une suppression d'emballage dans vos catégories, hein, notamment sur ces catégories de crème de soin, eh bien le consommateur aura des interrogations en termes d'hygiène. Et là, il faut lui proposer des solutions qui lui permettent de le rassurer. Sachant que on a quand même demandé aux consommateurs s'ils considéraient que c'est pas une question de qualité. Hein. Vous voyez, on a quand même 3/4 des consommateurs qui considèrent que la qualité est la même que pour un soin vendu sans boîte qu'un soin vendu avec boîte. Donc on est vraiment sur des problématiques d'hygiène. Sur le dentifrice, pareil, on a une perception environnementale qui est nettement meilleure pour le dentifrice sans boîte versus le dentifrice avec boîte. Voilà. Donc, il y a également d'autres enjeux qui sont apparents par rapport aux emballages. Eh bien, c'est en termes donc d'éco-conception. Donc, on a demandé au consommateur si l'emballage du produit qu'il venait d'acheter lui plaisait. Donc, on a un emballage qui plaît, hein, globalement, qui plaît même un peu plus que la moyenne. Ce qui est intéressant de voir, c'est sur quels critères on a un emballage qui plaît. Et donc, on est sur vraiment des critères de fonctionnalité, avec des emballages qui doivent être faciles à ouvrir, qui doivent permettre d'utiliser simplement le produit, qui sont faciles à ranger. Et donc, ces critères de fonctionnalité, on les a vraiment vus dans le cadre de l'enquête qualitative. Donc, on a un consommateur qui veut son confort d'utilisation avant tout. Donc, les emballages éco-conçus doivent vraiment préserver les fonctionnalités de ces emballages-là pour les consommateurs, voire éventuellement les augmenter. Donc on s'arrête un petit instant sur les résultats par catégorie. Donc vous voyez que là on est encore sur les produits de maquillage qui sont en retrait hein, par rapport aux autres produits. Et alors, qu'est-ce que l'on demande aux déodorants, crème de soin, gel douche, shampoing, dentifrice, maquillage? Eh bien, pour les shampoings, on va plébisciter avant toute chose la facilité d'ouverture, loin devant les autres critères. Pour les gels douche, c'est la même chose. On veut des emballages qui soient faciles à ouvrir. Pour les déodorants, on veut qu'ils soient simples à utiliser et pratiques à doser. Pour le dentifrice, c'est la simplicité d'utilisation, mais également on retrouve notre facilité d'ouverture. Pour le maquillage, c'est la simplicité d'utilisation et la facilité d'ouverture. Et pour les crèmes de soins, ce qui est assez logique, hein, on retrouve le côté hygiénique, et c'est ce que l'on demande à l'emballage, donc c'est préserver l'hygiène du produit devant la facilité d'ouverture. Alors, il y a une catégorie qui est un petit peu le combo gagnant hein, dans le domaine de l'hygiène beauté, qui allie finalement l'éco-conception à les questions de fonctionnalité et de praticité. Eh bien, ce sont les déodorants compressés, parce que lorsqu'on interroge les consommateurs sur leur perception, pour ceux qui les ont achetés, eh bien, ils vous disent, eh bien, il est pratique. Tous les consommateurs vont vous dire, il est petit, j'aime bien sa taille, c'est pratique, et en plus, ça préserve l'environnement. Donc, vous voyez que là, on est quand même sur un exemple, même si de toute façon, c'est un exemple qui peut être reproduit pour toutes les catégories, bien évidemment, mais c'est un exemple intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le troisième critère. Il est compressé autant qu'un grand avec un plus petit format. Il y a toujours le consommateur veut bien que vous fassiez des formats plus petits, mais pour autant, il veut toujours avoir la même quantité de produits. Donc ça aussi, c'est important pour lui. Alors, vous voyez, on a quand même testé la perception de déodorants compressés versus des petits déodorants mais qui n'étaient pas compressés. Et il y a une différence, hein, il y a quand même un plébiscite
plus important, regardez surtout la part de ceux qui vont vous répondre oui tout à fait, hein, qui est nettement plus élevé par rapport à un produit pocket. Donc on a un consommateur vraiment qui fait la différence lorsqu'il a un déodorant compressé par rapport à un déodorant normal et qui va plébisciter ce type d'emballage pour respecter l'environnement. D'ailleurs, eh bien, dans les consommateurs qu'on a interrogés, ils sont 71% à remarquer le bandeau vert. Je vous disais tout à l'heure que le vert, hein, en termes était vraiment le symbole du respect de l'environnement pour le consommateur. Et donc, en plus, ces déodorants ont la mention compressée en vert. Nous avons aussi étudié les enjeux pour eh bien, la catégorie des shampoings, mais ça pourrait être également la même chose dans les gels douche, hein. C'est le fait d'avoir des emballages sans pompe ou avec pompe. Donc vous voyez qu'en opinion globale, on a quand même une petite préférence pour des emballages avec pompe. Et puis, en termes de praticité, il y a aussi, on a un plébiscite des consommateurs, ce qu'on avait vu d'ailleurs dans le cadre de la phase qualitative, hein, pour avoir des emballages avec pompe. Et là, le résultat est un peu sans appel. Alors du coup, on a demandé si on avait des consommateurs qui étaient disposés à acheter ce type d'emballage, de produits, enfin des emballages avec pompe, si il n'y avait pas de différence de prix. Donc là, vous voyez aussi qu'on a un résultat qui est assez révélateur, sachant qu'on a quand même 4 consommateurs sur 10 qui prendraient en compte les critères de recyclabilité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même un plébiscite sur les flacons pompe qui peuvent nous poser des problèmes en termes de recyclabilité, sachant quand même qu'on a une perception consommateur qui est moins bonne dès lors que l'on parle environnement. Donc il a quand même des doutes sur ce flacon pompe par rapport à un produit sans pompe. Donc là on a un enjeu en termes de recyclabilité sur la pompe et puis éventuellement de réassurance du consommateur. Alors, dernier point que nous allons aborder, c'est l'évolution perçue des emballages. Est-ce qu'on a un consommateur qui a remarqué les efforts qui avaient été réalisés dans les catégories de l'hygiène beauté pour prendre en compte la dimension environnementale? Alors déjà, il y a un tout petit nombre de consommateurs qui a découvert ou changé les habitudes d'achat. Donc là, par contre, ce sont vraiment les résultats pour les 6 catégories confondues. Et on a 17% des consommateurs qui ont le sentiment que les emballages ont évolué pour prendre en considération les problèmes liés à l'environnement. Et dans les 17%, il n'y en a que 3% qui sont tout à fait catégoriques. Donc c'est un résultat qui est relativement faible. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, il y a des différences très importantes suivant les catégories et que eh bien, les catégories pour lesquelles les efforts ont été le plus remarqués, ce sont les déodorants. Donc, ils le disent eux-mêmes, hein, ils vous disent que c'est un produit concentré dans un emballage qui est plus petit. Et puis, les dentifrices, ils disent moins d'emballage pour un produit. À un moment donné, il y avait des dentifrices sans l'étui carton. Mais vous voyez que pour les autres catégories, même les gels douche, hein, 21%, mais c'est 21% de oui plutôt. Donc on a des consommateurs qui sont plutôt faibles par rapport à ces résultats-là. Et dans les autres catégories, c'est vraiment très très faible. De ce fait-là, lorsqu'on leur demande finalement ce qu'ils ont remarqué, eh bien pour les gels douche, on retrouve le Sanex parmi ceux qui ont remarqué les évolutions. Donc vous voyez, c'est aussi la recharge qui est plébiscitée. Et puis dans les déodorants, eh bien c'est le déodorant compressé. Donc là, c'est l'exemple que l'on a vu tout à l'heure où ils disent bien c'est un produit concentré dans un emballage plus petit. Par contre, dans les autres catégories, alors on vous l'a mis pour information, mais on peut pas dire que ce soit en termes de statistiques très significatifs. En fait, c'est le dentifrice sans étui qui a été cité. Ils vous disent que c'est le fait d'avoir moins d'emballage. Et pour les autres catégories, on a des consommateurs qui sont pas vraiment capables de s'exprimer, ou en tout cas qui nous ont donné des résultats qui n'étaient pas significatifs lorsqu'ils citaient un produit plutôt qu'un autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de produit qui se détachait dans leur esprit pour refléter un emballage qui était respectueux de l'environnement. Donc on a quand même des
très grande différence par catégorie. Et on a les déodorants qui sont un peu champions de cette catégorie-là. Alors, ils sont juste derrière les lessives, mais si on prête attention dans le détail aux résultats, à ceux qui ont répondu catégoriquement que il y avait une évolution, eh bien, on les mettrait plutôt devant les lessives. Mais ce que l'on peut dire, c'est que finalement, les efforts sont remarqués dès lors qu'on a des produits qui deviennent des standards de marché. C'est également le cas d'ailleurs dans les lessives, hein, parce que voilà, les consommateurs vont remarquer ces produits-là, et puis ils vont aussi y prêter attention si vous communiquez sur le sujet. Parce que si l'on regarde l'ensemble des catégories étudiées dans le cadre de cette étude-là, eh bien, elles ont toutes réalisé eh bien des actions d'éco-conception. Mais pour autant, on a un consommateur qui les voit pas forcément. Et donc, si vous ne le dites pas au consommateur ou si vous communiquez pas dessus ou si les produits ne deviennent pas des standards, eh bien lui ne verra pas forcément les efforts d'éco-conception que vous réalisez. On a vu quand même que c'est un consommateur qui n'est pas très averti et qui maîtrise vraiment un tout petit nombre de notions environnementales. Donc, en synthèse, en termes d'enseignement clé, si l'on résume, hein, donc on a un consommateur qui va s'intéresser et dont la perception va être vraiment influencée par ce qu'il va voir et donc par l'emballage apparent, avec un vert plébiscité, suivi du transparent pour les gels douche et le shampoing et puis du marron, avec en tête des critères. Et bien, c'est le critère de recyclabilité qui est vraiment plébiscité par le consommateur. On a vu que c'est une notion qu'il maîtrisait par ailleurs, avec une mention 100% recyclable qui est la plus associée au respect de l'environnement, et un consommateur qui maîtrise pas beaucoup les notions et les allégations environnementales. Une perception très différente suivant les matériaux, avec le verre et le papier carton qui sont vraiment associés au respect de l'environnement, tandis que les consommateurs sont partagés sur la recyclabilité du plastique et du métal, avec un véritable enjeu pour le suremballage qui émerge chez le consommateur. Et le consommateur, pour être convaincu, eh bien, il faut lui proposer des emballages qui soient vraiment pratiques, parce que lui, c'est ce qu'il voit et c'est ce qu'il plébiscite avant tout, et qui soient donc éco-conçus. Et puis, il faut communiquer en termes d'éco-conception, car les efforts d'éco-conception sont perçus que si le consommateur en est averti, lorsque les produits deviennent des standards de marché. Donc on a tiré des règles d'or que vous retrouverez dans notre synthèse globale de manière beaucoup plus détaillée à partir de cette perception consommateur, sachant que le consommateur n'a pas toujours raison. Eh bien, c'est d'éco-concevoir les emballages, donc en améliorant la fonctionnalité, alléger vos emballages. On a des outils à vous proposer. Faites de vos emballages des emballages qui soient recyclables avant tout. Et puis, côté Citélo, on va pas vous dire de prendre un matériau plutôt qu'un autre. On vous dit de choisir votre matériau en tenant compte déjà de l'impact environnemental global de l'emballage, et puis de votre politique RSE, et puis du produit que vous allez mettre à l'intérieur. Donc voilà, en fonction de tout ça, vous faites votre choix. Autre élément, c'est de favoriser l'intégration de matières premières recyclées. Le consommateur, vous avez vu que, étant donné qu'il maîtrise très peu de notions, il faut lui parler en des termes qui soient vraiment clairs, qui soient compréhensibles. La sémantique est importante. Il ne faut pas multiplier les messages, en tout cas sur le pack, mais vous avez tout le loisir de communiquer off-pack et notamment sur vos actions d'éco-conception. Si votre emballage est recyclable, pour peu qu'il le soit vraiment, dites-le. Et puis, ce que je vous disais en début de présentation, c'est d'éviter le terme biodégradable pour privilégier le terme compostable lorsque l'emballage l'est. Et éventuellement, avant toute chose, c'est de privilégier un emballage qui soit recyclable. Donc voilà, est-ce que vous avez... Alors, je vais regarder un petit peu les questions. Une synthèse en version anglaise, hélas non, on ne l'a pas. On s'était posé la question, mais nous n'avons pas sorti les résultats en anglais. Il m'est arrivé d'aller en faire auprès d'entreprises, mais là, dans ces cas-là, ce sont des présentations spécifiques qui portent sur des catégories. Donc, on n'a pas de synthèse en anglais. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
En tout cas, si vous avez, alors, je vais vous envoyer la synthèse par email sans aucun problème. Vous l'avez sur notre site, mais je vais l'envoyer à tous les participants. Alors, à quand la recyclabilité des tubes et des pots? Eh bien ça, on va vous répondre avec mes collègues de l'éco-conception, puisque vous savez que Citeo mène des appels à projets aussi pour travailler sur ces sujets-là. Mais là, je vous propose que, étant donné que c'est un sujet très technique, eh bien de vous répondre, avec les collègues de l'éco-conception. Alors, je n'ai pas d'études similaires pour d'autres pays. Je vois les questions. C'est vrai qu'on se disait que c'était intéressant. Là, je fais un tout petit peu de teasing. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a mené la même étude pour 6 catégories du luxe, à savoir les crèmes de soins, le parfum, le maquillage, les chocolats, les vins et alcool, les vins et champagne et les spiritueux. Et là, on est en train de sortir des résultats, mais pas d'études internationales. Alors, Monsieur Lucchini, alors nous avions parlé d'une filière de recyclabilité sur les sachets monodoses. Là, c'est pareil. Si vous voulez bien, je vous répondrai en off avec mes collègues de l'éco-conception. Vous posez la question d'avoir un produit nu avec une pastille d'inviolabilité, avec un sticker d'inviolabilité. Effectivement, c'est quand même une solution intéressante d'avoir ce sticker-là parce que c'est ce que je vous disais, il faut rassurer le consommateur. Donc, ça peut être intéressant pour pour garantir l'hygiène du produit. Alors, l'aluminium est recyclé en France. Oui, je vous donnerai les statistiques. Je vous répondrai aussi de manière plus précise avec mes collègues qui sont de l'éco-conception et du recyclage. Mais effectivement, la grande majorité des matériaux qui sont collectés sont recyclés en France. Alors, monsieur, vous demandez, monsieur Gaylor, ce qui concerne le diagnostic des emballages pour en dégager des pistes sur lesquelles travailler. Oui, je vous enverrai. Nous avons un certain nombre d'outils, des outils d'ACV. Nous avons aussi un outil qui permet de faire un diagnostic rapide. Donc là, je vous enverrai des éléments. Le CNE aussi a sorti un guide sur le sujet. Alors, qu'est-ce que je pense des cosmétiques solides sans emballage? Eh bien, écoutez, nous évidemment côté Citeo, on n'est pas du tout pour multiplier les emballages. Donc les cosmétiques solides sans emballage, écoutez, là moi je pourrais vous répondre. Alors côté Citeo, eh bien on est plutôt pour la réduction des emballages, donc ça c'est positif. Et en tant que consommateur, je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, dans tous les cas, le fait de ne pas avoir d'emballage, c'est toujours et de réduire les emballages, c'est toujours positif d'un point de vue d'éco-conception. Alors, il y a une question sur l'impact environnemental des sachets rechargeables. Là aussi, je vous répondrai. Toutes les questions qui sont très techniques, j'essaierai de vous les prendre en compte et de vous envoyer des éléments. Alors la question c'est le plastique est de plus en plus décrié, quel avenir pour le plastique dans les emballages? Eh bien déjà côté Citeo, on travaille aussi à l'éco-conception et à faire en sorte que ces plastiques soient le plus recyclables possible. Après cette question de plastique dans les emballages, bien c'est une question très très vaste à laquelle il est difficile de répondre dans le cadre de cette présentation là. Alors, vous me demandez si on connaît des organismes comme le nôtre. Oui, bien sûr, nous avons des équivalents, donc ça aussi, je pourrais vous renseigner. Par exemple, EcoImbes en Espagne, Grundpunkt en Allemagne, on a Ponto Verde au Portugal. On a des équivalents de par l'Europe.
Alors, il y a quelqu'un qui me demande si on a testé le côté monomatériel des emballages. Alors, de toute façon, nous prônons le monomatériau parce qu'en termes de recyclabilité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, voilà, de plus performant. Donc, dans tous les cas, alors votre question, elle est un peu vaste, mais voilà, nous, dans tous les cas, ça fait partie de nos recommandations, c'est d'être monomatériaux pour faciliter la recyclabilité des emballages. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans tous les cas, n'hésitez pas, vous aurez mes coordonnées. Donc si vous avez des questions complémentaires, nous pourrons y répondre. Moi, je prends en compte toutes vos questions aussi qui sont un peu techniques et auxquelles je ne pourrai pas répondre. Et dans ces cas-là, on vous fera des réponses en off. Alors je suis d'accord, il y a quelqu'un Monsieur Blotière, qui signale que l'aluminium est recyclé en France. Tout à fait, mais après c'est une perception du consommateur qui fait que d'ailleurs on travaille aussi sur le geste de tri des canettes, parce qu'on voit bien que on a des freins sur le geste de tri et que eh bien on a des consommateurs qui s'interrogent sur ce sujet, donc on ne saurait que trop conseiller de vraiment communiquer sur la recyclabilité des emballages. Pour tout vous dire, on a présenté cette étude aussi à des fabricants de bière et qui du coup ont mis sur leurs canettes recyclables à l'infini. Donc vous voyez, ils ont apposé un message depuis cette présentation-là, parce qu'on voit bien que le consommateur a besoin qu'on l'aide sur le sujet. Alors Monsieur Corbino, vous dites que le recyclage est une bonne solution. Écoutez, alors une bonne solution qui a tout de même un impact très important sur l'environnement dû à la très grande consommation d'eau et de matières premières. Alors évidemment, dans la hiérarchie, c'est toujours c'est l'emballage qui est l'emballage évité. Ensuite, le recyclage, il y a quand même le recyclage par rapport à certaines matières premières, il est quand même on économise pas mal d'énergie, notamment sur les process des métaux. Donc là, c'est pareil, c'est aussi du cas par cas. Mais là aussi, je pourrais vous répondre de manière plus précise en off sur le sujet. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, et dans tous les cas, c'est ce que je vous dis, si vous avez, voilà, si vous souhaitez, eh bien, si vous avez oublié d'en poser certaines, ou si vous voulez des éclaircissements, vous n'hésitez pas, vous aurez mes coordonnées, on va vous envoyer un mail à la suite de cette présentation. Et je vous remercie très sincèrement d'avoir participé à ce webinaire, qui j'espère vous a éclairé sur la perception consommateur. Donc, merci beaucoup.